Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va faire le test du dernier né de chez Fuji. C'est un zoom de la gamme professionnelle. C'est le XF 8 mm, 16 mm f2.8 RLM-WR. Avec cet objectif-là, Fuji termine enfin sa gamme professionnelle qui couvre maintenant depuis un équivalent 12 mm jusqu'à un équivalent 200 mm en ouverture constante f2.8. Donc vraiment, si Fuji qui veut s'installer de plus en plus auprès des amateurs experts et des professionnels, il se devait de couvrir un peu la plage focale maximale que couvre à peu près tout le monde, 12 mm jusqu'à 200 mm en f2.8. Alors, on va détailler rapidement les caractéristiques de cet objectif. Il fait la mise au point à peu près à une distance minimale de 25 cm. Qu'est-ce que ça veut dire exactement 8 mm? Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte 8 mm. 8 mm, c'est un angle de champ de 121 degrés. Essayez de vous représenter qu'est-ce que c'est 121 degrés. C'est absolument gigantesque. Il est composé de 9 lamelles, on va le voir, ça a son importance par rapport à la façon dont il traite le soleil. Par contre, comme vous pouvez peut-être vous en apercevoir, il est gros, il est très gros et il pèse lourd, il pèse 805 grammes. Alors c'est un objectif qui est tropicalisé, jusqu'à maintenant quelqu'un qui était chez Fuji qui voulait un objectif ultra grand angle tropicalisé, il n'avait pas de solution. Donc ça y est, Fuji a enfin comblé cette lacune-là. Par contre, il n'est pas stabilisé. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus dans le test, mais il n'est pas stabilisé et ça, on peut le déplorer ou non. Alors, en tout cas, il faut quand même comprendre que ce n'est pas l'objectif standard. Ce n'est pas un 24-70 ici que Fuji nous propose là. Il faut bien comprendre qu'un 8-16 mm, c'est tout simplement une première au monde en fait. Il faut quand même s'en rendre compte. C'est-à-dire que je vous ai dit dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça que pour moi Fuji était finalement le seul à faire de l'APS-C haut de gamme. Et encore une fois, je pense qu'avec ce genre d'objectif-là, Fuji s'inscrit vraiment comme une solution pour les gens qui ne veulent pas passer au plein format, mais qui quand même ne veulent pas non plus faire une croix sur certaines optiques qui normalement sont réservées au plein format. Ici, on est en plein dedans. Pour avoir un 12 mm sur APS-C, aujourd'hui, c'était quasiment impossible. Alors, j'ai fait des recherches, j'espère que j'en oublie pas, mais à ma connaissance, il n'existait qu'un seul Sigma 8 16 mm et il était en ouverture 4.5, 5.6. Donc oui, on avait un 8-16. Le Sigma était à ma connaissance le seul, mais enfin on ne parlait pas d'une ouverture constante à 2.8. On ne parlait pas d'un badge pro, on parlait d'une optique qui avait quand même beaucoup de compromis, qui est sortie il y a maintenant un peu plus de 8 ans, et surtout qui avait une ouverture qui n'avait rien à voir, 4.5, 5.6. L'autre solution pour quelqu'un qui voulait un ultra grand angle, c'était le Venus Optics, le Laowa 9 mm f2.8 qui est sorti il y a quelques mois et qui aussi avait fait beaucoup parler de lui. Bref, mais en tout cas, aucun d'eux combinait un 8 mm avec en plus un ultra lumineux ouverture de 2.8. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. C'est vraiment une optique un peu particulière parce que c'est un ovni, entre guillemets, sur le parc optique APS-C. Alors, on va parler rapidement de sa présentation physique. Ici, sans échelle, vous ne vous rendez pas forcément compte à quel point cet objectif, il est gros. On va essayer de lui mettre, pour vous montrer, le 16-55 à côté. Le 16-55, il est considéré par énormément de gens comme étant très gros, beaucoup trop gros. Voilà, je vous montre le 8-16 à côté du 16-55 pour que vous vous rendiez compte. Donc et je regarde si j'ai autre chose. Vous voyez, si je peux vous mettre, hop, le petit XC 15, bref, tout ça pour vous donner des échelles, c'est un objectif qui est gros. Et quand je dis gros, en fait, c'est qu'il est quasiment aussi large qu'un 100 mm. Si vous prenez la largeur pure, ils font à peu près la même largeur. Donc c'est vraiment très gros. C'est lourd, c'est plus lourd qu'un 16-55, c'est un tout petit peu moins lourd qu'un 50-140, enfin c'est quand même assez lourd. Alors je vais vous le monter sur le XT3, mais d'abord on va le regarder. La première des choses qui est étonnante, c'est que ici, bon, on va peut-être pas le capter en vidéo, mais on a une lentille ici vraiment à fleur du fût là, ce qui est vraiment très étonnant. D'habitude, les lentilles sont quand même un peu plus rentrées dans l'objectif. Vous voyez ici, par exemple, on a un bon centimètre avant d'avoir la lentille. Ici, elle est vraiment, on pourrait la rayer très facilement. La lentille va se retrouver collée quasiment au capteur, sans aucune distance, et ça va poser des problèmes optiques énormes que Fuji a dû probablement gérer. Donc on peut voir qu'il a ce fameux zoom
ce fameux badge rouge XF. On a une ouverture hop, qui va de 2.8 à F22 avec une position auto. Pas de bouton hein, ici sur cet objectif. On a donc hop, 8 mm, 10, 12 et 16 en termes de graduation. On a ici une bague de mise au point qui est extrêmement agréable. Elle est très fluide et surtout elle permet une précision qui était vraiment inédite. Au début, quand je l'ai eu, je me suis dit, ah, moi j'aime bien les bagues qui sont un peu dures. Ici, elle est très fluide. Au début, je commençais à râler, puis finalement, en faisant les tests et en le comparant avec le 10-24 et compagnie, on se rend compte à quel point cette bague elle permet d'être vraiment très fin sur la mise au point et ça, c'est vraiment très agréable. Donc, on va le monter sur un XT3. Alors, chacun pourrait penser que effectivement, monter sur un XT3, le XT3 va quand même vraiment pencher vers l'avant. Et le XT3, vous le savez, ne va pas proposer un grip, c'est un grip qui est assez réduit quand même sur le XT3. Alors, c'est sûr que comme elle n'est pas stabilisée, c'est une optique qui va se marier totalement avec le XH1, mais pas totalement quand même, on va en parler un peu plus loin. Moi, à ma connaissance, finalement, après j'ai commencé les tests sur le XH1, j'ai eu quelques problèmes, on en parlera tout à l'heure. Et au final, j'ai trouvé que la meilleure solution, c'était tout simplement d'utiliser un hand grip. Donc vous avez des hand grips hein, pour le XT2, pour le XT3. Et effectivement, une fois le hand grip posé et donc on a ici un meilleur grip, on a un ensemble qui est quand même plus balancé. Alors on peut l'utiliser parfaitement hein, sans avoir de grip additionnel. Mais enfin, il faut être conscient que c'est sûr que ça tire un peu vers l'avant en ayant 800 grammes montés sur la monture. Autre particularité, c'est le fait qu'il ait un pare-soleil qu'on ne puisse pas enlever. Donc c'est un pare-soleil fixe et il est fixe tout simplement parce que la lentille à l'avant, elle est bombée. Alors je ne sais pas si ici je vais pouvoir vous la montrer. Vous voyez, là on la voit. Voilà, là on la voit bien. Elle est complètement bombée cette lentille. On a un zoom qui, hop, regardez, ça vient bouger à l'intérieur de l'objectif comme ça. Donc quand on le range, on peut le mettre comme ça. Et ici, il est à fleur de peau avec la lentille qui vraiment... On peut voir que le pare-soleil, comme d'habitude, il a cette forme-là. Et on va en reparler. Où sur le dessus, il est plus prononcé, mais sur le côté, il est un peu limite. Et justement, on va en reparler de ça. Le bouchon, il est un peu particulier. On voit que c'est un gros bouchon, donc j'en avais jamais vu des comme ça, hein, que fait par Fuji. Et en fait, il va venir s'accrocher sur les parties ici, supérieures, hop, comme ça. Alors évidemment, hein, chose qui est implicite que je n'ai pas dit ici, c'est évidemment, il n'y a pas de pas-de-vie ici pour venir lui mettre un filtre. De toute façon, comme la lentille est bombée, il n'y a pas de solution hein, pour venir mettre un filtre circulaire. Et même pour un porte-filtre, comme on n'a pas de pas-de-vie, ben, impossible de mettre un filtre, donc il faudra passer par d'autres solutions, on en reparlera tout à l'heure. Bon alors maintenant parlons rapidement de la focale, il y en a pas mal qui me disent ouais 8-16 ça change pas grand chose, c'est à peu près la même chose, même 8 et 10 c'est exactement pareil, c'est pas tout à fait le cas quand même. Voilà ici l'image à 8 mm et voici ce que ça donne à 10 mm. Donc 10 mm c'est le cadre qui est au milieu comme vous pouvez voir, 8 mm ça rajoute quand même pas mal d'images. Hein. Juste pour vous montrer la différence par rapport à un 12 mm, hop, 12 mm, on garde plus en gros que 50% de l'image. Et maintenant par rapport à un 16 mm, hop, ici, vous voyez, 16 mm, on est vraiment que sur une petite portion. Donc, il y a quand même une vraie amplitude et une vraie différence entre 8 mm et 16 mm. Alors, pour moi, cette optique-là, ce n'est pas une optique passe-partout. Ce n'est pas comme un 16-24, un 24-70 ou même un 10-24. Ici, on est sur une optique, à mon sens, plutôt de spécialiste. Ce n'est pas tellement une optique passe-partout. Alors, c'est une optique qui sert à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Ils m'ont dit, mais Damien, ça sert à quoi finalement d'avoir un 8-16? Un 8-16, c'est un ultra grand angle. C'est-à-dire que si vous êtes confronté à des paysages particuliers, c'est vrai que ça va vous donner un angle de vue particulier. Par contre, il faut faire attention, dans le sens où un ultra grand angle, ça ne correspond pas à toutes les situations et à tous les paysages. Je connais beaucoup de gens qui prennent des ultra grands angles, c'était le cas avec le 10-24, ça va être encore pire avec le 8-16, et qui, à la fin, me disent
Mais Damien, en fait, l'ultra grand angle, c'est pas terrible, ça déforme tout. J'ai mes paysages qui paraissent tout petits. Ici, je vous montre un exemple. Voici la photo telle qu'elle est prise à 8 mm alors que je suis devant un truc super. Et voici ce que je vois moi. Moi, je suis devant, voici ce que je vois moi, en gros, avec un 50 mm ici. Et voici ce que capture un 8 mm. Donc, ce genre d'optique ne va pas correspondre à tous les paysages. Il faut bien avoir ça en tête. Mais il y a certains cas où ça va être utile. Ici, je vous montre une photo que j'ai prise il y a une semaine ou deux avec le 10-24. Si j'avais eu ce jour-là le 8 mm, clairement les 8 mm m'auraient servi puisqu'ici, je souhaitais plus prendre de pic ici à droite et clairement avoir un tout petit peu plus de marge sur les bords m'aurait vraiment servi. C'était le cas aussi en Italie où je souhaitais en plus du village avoir un peu plus de roches ici en bas. Et je ne pouvais pas parce que j'étais à fond de zoom à 10 mm. Si j'avais eu un 8 mm sur ces moments-là, encore une fois, ça m'aurait servi. C'est utile, par exemple, ça va vous permettre de prendre des photos en forêt. Quand vous voulez montrer à quel point un arbre est grand et compagnie, en forêt, on n'a pas toujours de recul, on a toujours un arbre qui est derrière nous. Si on se met derrière l'arbre, après on a l'arbre en face. Là aussi, c'est clairement des cas où ça va être utile. Ça va être utile aussi en photo d'intérieur, en photo immobilière. Fuji parle des photos pour les hôtels, des photos pour les agents immobiliers. Ça va être utile évidemment pour faire de l'astrophotographie. En astrophotographie, on a envie d'avoir la Voie lactée au maximum. Avoir 8 mm de chance, c'est avoir plus de Voie lactée sur sa photo. Ça va être utile aussi, ça va être un outil créatif en fait. C'est-à-dire qu'avec un 8 mm, vous allez déformer tout. Et certains le voient comme un inconvénient. Moi, je le vois plutôt comme un outil créatif qui va vous permettre de créer aussi des points de fuite absolument partout. Et regardez, ici, je suis en face d'un ponton. Un ponton classique qui est rectiligne, qui est tout droit. Regardez, je suis capable de créer un point de fuite direct. Et en plus, là, ici, je l'ai créé sur le soleil. Et justement, c'est la suite. C'est aussi la possibilité, et on va en reparler, de créer donc, ce qu'on appelle des sun stars, c'est-à-dire des étoiles, des soleils en forme d'étoiles. Et cet objectif-là, il est particulièrement optimisé pour faire ce genre d'effet. Et ici, vous voyez, AF16, j'ai un soleil avec un nombre de branches absolument hallucinant qui est parfait. Vraiment un Sunstar de très grande qualité. Et ici, c'est pour ça que je vous dis que c'est un outil créatif. Vous avez la possibilité de créer des points de fuite, vous avez la possibilité de créer des Sunstars, vous avez la possibilité d'ajouter des avant-plans absolument partout parce que en étant sur ce genre de focale-là, vous avez des profondeurs de champ considérables. Vous pouvez faire la mise au point dès 25 cm et quasiment être à l'hyperfocale. C'est absolument énorme ce qui vous permet de faire. Là, ici, je vous montre un exemple. J'étais mais vraiment à 30 cm. Et hop, regardez, elle est nette et l'arrière-plan est net aussi. Alors que l'arrière-plan, il est super loin, il est peut-être à 50 ou 100 mètres. Donc oui, c'est le genre de choses qui va être possible et qui n'était pas possible avec les autres objectifs. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est vraiment un outil créatif. Par contre, évidemment, il va falloir faire attention puisqu'il a les inconvénients de ses qualités. Si vous n'avez pas envie de déformer, ça va être difficile de ne pas avoir de déformation avec ce genre d'objectif. Et ce n'est pas la faute de l'objectif. Optiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais les perspectives sont complètement modifiées de par la focale qui est toute petite. Je vous montre quelques photos que j'ai fait comme ça en jouant avec le soleil. Le fait de comme ça pouvoir éclater le soleil, ça va vous permettre de faire des photos un peu différentes. Hop, ici, en jouant comme ça avec le Sunstar avec mes enfants. Après, voilà, je vous parlais des déformations. Voilà, regardez à quel point les pieds sont beaucoup plus gros que la tête. Alors que, grosso modo, mon fils, il fait 1m20, il y a 1m20 de différence entre les deux. Pourtant, il y a une déformation de dingue entre les deux. Donc, il va falloir faire attention à ce que vous faites avec. Tout ne sera pas autorisé. Avant de commencer, avant de parler du piqué de cet objectif, on va parler de son plus gros défaut. On va commencer direct en mettant les pieds dans le plat. Le plus gros défaut, à mon sens, de cet objectif, c'est la distorsion. Elle est assez considérable finalement et presque inédite. Quand je regarde un peu ce qui se fait chez la concurrence, c'est quand même pas si habituel que ça d'avoir une distorsion aussi prononcée. Alors, Fuji dit il n'y a pas de distorsion. Lorsqu'il vend l'objectif, vous regardez le marketing, la page et compagnie, Fuji dit elle est corrigée, elle est rectilinéaire. Et en fait, on se rend compte quand on creuse un peu qu'effectivement, prenez une photo en JPG, là je vous montre une photo de mon portail, vous allez vous rendre compte que c'est absolument droit, il n'y a aucune distorsion, tout est nickel. Et en fait, c'est un peu caché parce que
La réalité, elle est un peu plus vicieuse que ça, parce que si vous allez prendre des photos, vous ne la voyez pas, hop. Mais en fait, Fuji inclut un mécanisme qui, va corriger automatiquement la distorsion sur les JPG, mais va aussi demander au logiciel de post-traitement, comme Lightroom, de rectifier automatiquement vos fichiers RAW et vous n'avez pas la possibilité de lui dire que vous voulez désactiver ce mécanisme. Aussi bien en JPG que par exemple dans Lightroom, il est impossible de désactiver ce mécanisme qui est demandé par Fuji. Donc ça va être un petit bémol, chacun va avoir son avis sur ça. Le niveau de distorsion, il est réel, hein. On parle à peu près à 8 mm de 8% de distorsion. Alors regardez l'image telle que Lightroom, donc ici je suis sur un fichier RAW, vous l'affiche, corrigez derrière sans rien vous dire, sans que vous puissiez la désactiver, et voici la distorsion réelle. Comme vous pouvez voir, on n'est pas tout à fait sur le même niveau de distorsion. Et malheureusement, vous n'avez pas la possibilité dans Lightroom de venir lui dire ne la corrige pas ou la corrige là. Vous n'avez pas de possibilité d'agir sur ça. Et du coup, ça va vous poser un problème. Et vous avez deux écoles. Soit vous allez corriger la distorsion, vous abîmez considérablement le piqué des bords en plus de perdre du champ, donc c'est le choix imposé entre guillemets par Fuji. Soit vous décidez de ne pas corriger la distorsion, vous acceptez donc cette distorsion, mais vous conservez le piqué optimal sur les bords et un champ maximal. Ici, si je vous donne un exemple sur un arbre, regardez la photo avec et sans. Donc on voit bien que la distorsion est corrigée. On va regarder un peu les bords du coup de ces deux images. Hop. Allez, je vais vous zoomer à 200%, comme ça je suis sûr que vous voyez bien les choses. Donc déjà, on peut remarquer que, on a perdu pas mal de champ sur les côtés. On a l'image corrigée sur la gauche et l'image sans correction sur la droite. L'image sans la correction, je suis à 8 mm f2.8, franchement, le bord, il a un bon piqué. Vraiment, aucun problème. Alors que par contre, si on regarde le bord sur l'image corrigée, le piqué est dégueulasse, c'est tout simplement flou. Pour moi, c'est effectivement à la limite de l'acceptable. On va dire les choses concrètement. C'est à la limite de l'acceptable. On peut regarder des deux côtés. Regardez, sur l'image de droite non corrigée en distorsion, le piqué est bon. Sur l'image de gauche, le piqué est plus que moyen. Ici, sur cette image, est-ce que la distorsion, elle est si gênante que ça? C'est la question que je vous pose. Moi, j'ai tendance à dire non. Sur cette image-là, la distorsion ne me gêne pas. Et à la limite, je préfère conserver la distorsion et avoir un joli piqué absolument partout, même sur les bords, plutôt que de corriger la distorsion et dégrader nettement votre piqué. Parce que oui, clairement, il va falloir faire un choix. Le problème, c'est que Fuji ne vous propose pas de faire ce choix. Et ce choix, il vous est imposé, sauf à reprendre le contrôle sur votre image comme je l'ai fait ici. Mais de base, si vous faites du JPG, elle est imposée. Si vous faites du RAW sur Lightroom, elle est imposée. Donc ça, c'est quand même un petit problème. Je trouve que la distorsion, il est utile de la corriger. Clairement, sur le portail, ça saute aux yeux, c'est normal de corriger cette image. Sur d'autres images, c'est beaucoup moins évident qu'il y a de la distorsion. Ici, par exemple, sur cette image-là, allez savoir s'il y a vraiment de la distorsion en bas ou pas. Est-ce que vraiment c'est très important? Ce qui est sûr, c'est que si c'est complètement flou sur les bords, je vais m'en rendre compte sur ma photo. S'il y a de la distorsion, je ne vais pas toujours m'en rendre compte. En plus, on peut réduire la distorsion. Par exemple, elle est à 8%. Vous pouvez la réduire à 4% et trouver un entre-deux. Finalement, là, il réduit au maximum, ça devient rectiligne, mais il perd en piqué. Désolé, c'est un peu technique tout ça, mais je veux être précis et je veux que tout le monde sache bien ce point de détail. Bref, au moment d'analyser la qualité d'image, clairement, je vais être partagé sur l'attitude à adopter. Parce que clairement, ça va dépendre. Comment je peux vous dire, est-ce que les bords sont d'une super qualité optique ou non? Tout dépend de la distorsion. Si la distorsion ne se ressent pas, pour moi, il n'y a pas besoin de corriger, on garde le meilleur piqué. Le problème, c'est que vous n'avez pas toujours le choix si vous êtes dans Lightroom et si vous êtes en JPG. Capture One vous permet totalement de changer ça. Et vous avez la possibilité sur Capture One de dire si vous voulez la correction ou pas. Alors, concrètement, ça donne quoi cet objectif en termes de piqué? À 8 mm, on a vraiment déjà une belle image. Franchement, on a une belle image dès 8 mm. Le piqué est vraiment, vraiment bon. Ici, je suis zoomé à 200%.
toute façon, on le voit, hein, quand vous zoomez dans une image à 200% et que le piqué reste bon, c'est qu'à la base, il était vraiment, vraiment très bon. Les côtés, bah écoutez, moi les côtés, je ne sais pas trop quoi vous dire, hein. Si vous ne corrigez pas la distorsion, les piqués sont vraiment très bons, même à 2.8 à 8 mm. Si vous corrigez la distorsion à 8 mm, clairement le piqué est vraiment très amoché, et là par contre le piqué est plus que moyen. La meilleure ouverture, elle est atteinte à 5.6, qui est l'ouverture où vous avez la plus d'homogénéité entre le centre et le côté. Vous avez atteint là un piqué qui est vraiment très 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 bon. DF.16, on a vraiment une chute, et à F22, l'image elle est carrément toute floue, c'est inutilisable pour moi. À 10 mm, qui est l'ouverture qu'il partage finalement avec son copain le 10-24, D2.8, vous êtes très bon, vous êtes bon sur les côtés. Encore une fois, tout dépend un peu de la distorsion. Mais la distorsion, elle est réduite à 10 mm. Vous avez une distorsion de 8% à 8 mm. Vous avez à peu près 3% de mémoire à 10 mm. À partir de 12 mm, vous êtes à 0. Et à 16 mm, je crois que la distorsion est positive. Donc, grosso modo, moins la distorsion est forte, moins le piqué est abîmé. Et finalement, le piqué, il est le plus abîmé à 8 mm parce que la distorsion est très forte. Alors que la distorsion à partir de 10 mm, elle est moindre. Et donc, du coup, vous perdez un peu moins en piqué. Donc, ce problème-là, il se pose un peu moins. Bref, tout ça pour dire qu'à 10 mm, vous avez le piqué sur les côtés qui est déjà bon. Même si vous corrigez, il est bon. Il est très bon si vous ne corrigez pas. Le meilleur piqué est atteint plutôt à F4 cette fois-ci. C'est assez tôt. En tout cas, à F4, on est clairement en concurrence avec le 10-24 qui lui aussi ouvre à F4. Et il faut savoir que le 8-16 est supérieur au 10-24. Il est supérieur au centre, il est supérieur sur les côtés. C'est le cas aussi à 5.6. Bref, ça sera le cas de toute façon à toutes les ouvertures. Hein. Mais vous avez vraiment, vraiment un super piqué. Et à partir de 12 mm, cet objectif-là, il passe carrément parce que vous n'avez plus de distorsion à 12 mm. Et là, vous allez passer dans un autre monde. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une image absolument éblouissante. C'est-à-dire que c'est marrant parce que quand vous prenez un 10-24 et que vous regardez l'image, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, même contre un Sony, et vous vous dites, mais ah ouais, cette image, elle ne peut pas être mieux. Et bien là, on se rend compte que c'est vrai qu'il y a quand même un petit mieux entre les deux, et on se rend compte, vous mettez les deux images côte à côte, vous les comparez, vous choisissez toujours celle du 8-16, et sans avoir besoin de réfléchir 10 minutes. C'est vraiment, on a un piqué qui est supérieur, c'est comme ça. Donc, à 12 mm, vous avez le centre et les côtés qui sont excellents. Pareil à 16 mm. La meilleure focale pour moi, la meilleure ouverture, c'est plutôt aux alentours de 5.6. Voilà, en tout cas, au niveau du piqué, franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur cet objectif-là. Tout se joue au niveau de la correction de la distorsion, parce que finalement, même à 8 mm f2.8, vous avez quelque chose qui est vraiment, vraiment pas mauvais. Là, ici, je suis zoomé à 200%, donc clairement, c'est un peu trop. Mais si je zoome à 100%, franchement, c'est vraiment, vraiment pas mauvais. Même à 8 mm, je trouve que c'est parfaitement acceptable. Hein. Je vous remets l'image qui était là. Franchement, c'est vraiment, vraiment acceptable, je trouve. Après, voilà, tout dépend. Si vous êtes sur une image où la distorsion se voit et il faut la corriger, là, clairement, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup abîmer votre piqué. Donc, je vous ai pas montré trop d'images. Hein. J'ai des milliers de photos. Je vous montre celle de ma pelouse. Ça ne sera pas très intéressant à voir. Mais enfin, tout ça pour dire que le piqué est topissime. Et pour avoir fait des comparatifs, on en reparlera dans une autre vidéo. On voit nettement la différence que cet objectif-là, il est au-dessus du lot d'objectifs qui étaient déjà excellents. Allez, parlons rapidement de l'autofocus sur ce genre d'objectif où la profondeur de champ est quasiment infinie dès la plus grande ouverture. Il n'y a rien à signaler sur l'autofocus. Il est absolument impeccable, vous ne sentez même pas. Dès que vous appuyez, la mise au point est faite. Il n'hésite jamais, qu'il soit face au soleil, etc. Jamais aucun problème d'autofocus. Par contre, attention, j'ai commencé le test, je me suis dit, c'est une optique qui n'est pas stabilisée. Ça me paraît naturel finalement de le mettre sur le XH1. En plus, le XH1 a une belle poignée, ça va me permettre d'avoir un ensemble qui est plus équilibré. Hop, on part sur cette configuration-là pour faire le test. Et malheureusement, alors je ne vais pas m'étendre ici plus que ça, mais j'ai toujours trouvé que sur le X-T2, sur le XH1, lorsqu'on prenait des ultra grands angles, et c'était le cas avec le 10-24, on avait un autofocus qui était parfois imprécis. On a un autofocus qui clairement, il hésite. Hein. Vous faites une rafale de 10 photos en AFC, vous allez avoir 5 ou 6 photos sur les 10 qui sont floues. Et ça, c'est le cas avec le
16 mm. C'est à peu près la proportion que j'ai trouvée, entre 5 et 6 photos sur 10, qui étaient floues à 8 mm parce que la mise au point, elle n'est clairement pas au point et vraiment trop imprécise. Donc ça, écoutez, on y croit ou on n'y croit pas. Il y en a certains qui me disent qu'ils n'ont pas le cas. Moi, en tout cas, je l'ai le cas sur mon X-T2, j'ai le cas sur mon H1. Et lorsque j'ai commencé le test avec ce 8-16 sur mon XH1, j'avais quand même un taux de déchet qui était assez important. Et j'étais obligé vraiment de faire des rafales longues parce qu'au début, les premiers tests que j'ai faits, il y a certaines images que je n'avais pas parce que l'image était floue et je n'avais pas doublé les photos. Donc voilà, ça je tenais à le noter. Donc j'ai continué le test avec un X-T3, j'ai eu absolument aucun problème d'imprécision et sur le X-T3 c'était absolument parfait en termes de mise au point. On va maintenant parler des défauts optiques. On en a déjà commencé à en parler avec la distorsion, mais enfin il faut bien comprendre que c'est une optique particulière. On est sur un 8 mm ultra grand angle à grande ouverture f2.8. Il ne faut pas s'attendre à avoir une optique absolument parfaite sur tous les plans. Mais enfin, le boulot réalisé, je trouve, il est plutôt pas mauvais. Tous les objectifs que je connais sur cette plage-là ont beaucoup de vignettage. Ici, Fuji n'a pas fait de miracle. Il y a quand même pas mal de vignettage. Comme la distorsion, il est invisible. C'est-à-dire que dans les deux choses que corrigent les profils intégrés Fuji imposés au JPG et au RAW, notamment sur Lightroom, il y a la distorsion et il y a le vignettage. Le vignettage, vous n'allez pas le voir au départ. Bon, ici, c'est parce que l'éclairage venait de la gauche que la droite est plus sombre. Mais le vignettage, il est là. Quand vous regardez un fichier non corrigé, regardez ici, on se rend compte à quel point c'est pas la même histoire sur le coin. Si vous mesurez ça, le vignettage, il est à peu près de 2 stops. Donc 2 stops, c'est la moyenne de ces objectifs-là. C'est vraiment extrêmement difficile. Le Laowa 9 mm avait un vignettage de 4 stops. Donc Fuji fait 2 stops, on peut le déplorer, on peut dire que c'est insuffisant. Mais enfin, à ma connaissance, j'ai fouillé sur ce qui se faisait chez les autres, c'est à peu près la norme. Donc 2 stops, c'est pas non plus... Enfin, pour moi, c'est pas un énorme problème, parce que le vignettage, finalement, il se corrige très bien, et ça vient pas plus impacter que ça les photos. Alors sachez que ce vignettage-là, il disparaît jamais. Vous avez beau fermer, même à 5.6, vous avez toujours du vignettage. Même à 12 mm, 14 mm, vous avez toujours du vignettage. Alors il ne sera pas forcément de 2 EV, il va tomber plutôt à 1 EV, mais le vignettage, il reste à peu près toujours présent. Mais il est automatiquement corrigé sur les JPG, automatiquement corrigé sur les RAW. Et je trouve personnellement que ça abîme pas trop le piqué, donc pour moi, c'est pas un gros problème. La distorsion, on en a parlé, importante à 8 mm, 8%, 3% dès 10 mm, 0% à 12 mm et 1% à 16 mm. Donc la distorsion, pour moi, finalement, elle est problématique uniquement à 8 mm dans le cas où ça se voit. Vous avez des photos, clairement, par exemple ici, si je prends le photo de mon plafond, je ne peux pas laisser la photo comme ça. Je suis obligé de corriger et de rendre ma photo rectilinéaire. Ensuite, le flair. Fuji dit avoir, et c'est pour ça qu'il y a Nano GL dans le nom, avoir fait des traitements particuliers sur les lentilles pour empêcher le flair et le ghosting. Moi, je trouve que le travail il est quand même plutôt réalisé. J'ai shooté beaucoup face au soleil pour faire des soleils en étoile. Forcément, quand vous faites des soleils en étoile, vous shootez face au soleil et donc vous avez intérêt à avoir un objectif qui va bien résister au flair et franchement, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Jusqu'à F8, vous êtes tranquille, il y a vraiment très peu de flair. De temps en temps, et il faut quand même le signaler, j'ai un point vraiment extrêmement marquant qui apparaît sur les photos. Je vais vous zoomer ça plus en avant. Là, pour le coup, on voit carrément tout le périmètre de couleurs. Voilà, bleu, blanc, rouge. C'est le drapeau français qui apparaît sur sur certaines photos. C'est un phénomène qui apparaît en général quand j'ai une source de lumière à 90 degrés de moi. Et en fait, je pense tout simplement que la forme du pare-soleil n'est pas optimale. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Vous voyez, ici, on a la lentille bombée. Là, vous voyez la lentille. Forcément, si j'étais le soleil, là, ben le soleil, s'il est à la place de mon téléphone, le soleil va toucher la lentille. Et ça va créer, je pense, ce flair. J'ai eu ce cas-là aussi bien, et on va en parler sur des photos de nuit, parce que la nuit, il peut y avoir une source de lumière, que sur des photos de jour, et principalement quand le soleil était à 90 degrés de l'objectif. Donc, bon, c'est un point qui, à la limite, viendrait se corriger sur Photoshop. Enfin, tout ça pour dire qu'il n'y a pas tellement de flair, sauf ce point qui a tendance à apparaître sur certaines photos quand
vous avez une lumière parasite parce que, à mon sens, le pare-soleil est un peu juste et la lentille et couvre pas la lentille finalement qui est bombée. Alors c'est peut-être esthétique de l'avoir comme ça, mais je pense qu'il aurait mieux valu que le pare-soleil soit d'une forme homogène sur les côtés. Voilà, en termes d'aberration, bon, on peut voir ici que quand même, il y en a une petite là, où c'est violet. Mais enfin, là, on est sur un cas qui est quand même extrême, avec vraiment le soleil qui est pile au pire des endroits possibles. Moi, je trouve qu'au niveau des aberrations chromatiques, il y en a très peu. J'ai essayé vraiment de le challenger parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et franchement, j'ai fait un comparatif avec tous les autres. Par rapport à tous les autres, c'est globalement le meilleur de sa catégorie. Alors, on a parlé maintenant de toutes les aberrations. Alors, il ne faut pas être effrayé, hein. J'ai vraiment poussé assez loin le test de cet objectif-là parce que c'est un objectif qu'on va soumettre à des conditions un peu particulières. Et donc, effectivement, j'essaye d'être un peu précis. C'est un objectif qui est fait pour l'astrophotographie. L'astrophotographie, c'est des aberrations encore différentes. Moi, j'ai trouvé cet objectif vraiment admirable au niveau de l'astrophotographie. À mon sens, c'est le meilleur tout simplement de tous les objectifs auxquels je l'ai confronté. Je me suis amusé à faire un petit comparatif avec le 10-24, le 16 mm 1.4 et le Samyang 12 mm. Et franchement, à mon sens, c'est vraiment le meilleur de ces quatre-là. Alors, en astrophotographie, encore une fois, il faut choisir, est-ce que la distorsion, c'est un problème ou c'est pas un problème? Écoutez, là, j'en sais rien. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut un ciel exactement comme il était. Bon, moi, si l'étoile, elle est un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, j'en ai rien à faire. Mais ça, je peux comprendre que ça soit pas le cas de tout le monde. En tout cas, moi, sur une photo d'astrophotographie que j'avais faite, j'avais un truc vraiment bizarre. Je comprenais pas, ça me rendait fou. Vous voyez ici, je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, c'est uniquement quand j'ai regardé la version de cette photo non corrigée, automatiquement, que je me suis aperçu qu'en fait, c'était les tuiles de la maison qui apparaissaient tout simplement sur l'image. Vous voyez à quel point on perd de l'image en corrigeant. Vous voyez, j'avais plus que ces tuiles-là, j'avais plus que le bout des tuiles. Alors, si je regarde l'image corrigée, on va s'apercevoir que globalement, c'est vraiment très bon. Même à 8 mm f2.8, il n'y a vraiment pas d'aberration chromatique quasiment. Alors, regardez, on retrouve notre ami, hop, notre ami le flair ici, qui est causé par un lever de lune qui était en train de se... Alors moi, j'avais le soleil vraiment dans le noir profond, le plus en haut possible pour virer la pollution lumineuse. Et j'avais la lune qui se levait de l'autre côté et qui commençait à être en oblique par rapport à mon objectif qui était comme ça et la lune qui était comme ça. Et regardez, j'ai ce point de flair qui apparaît. Alors certes, on peut le gommer, hein, c'est pas non plus gravissime, mais enfin tout ça pour dire que j'ai vraiment l'impression que la lumière parasite sur le côté va créer comme ça des flares. En termes d'aberration, alors vous savez, en astrophotographie, on va regarder le piqué au milieu. Le piqué au milieu, les étoiles sont bonnes, j'ai rien à dire dessus, il n'y a pas d'effet comète comme on parle, il n'y a pas d'astigmatisme, donc les étoiles restent bien des points. On va en trouver un tout petit peu d'effet comète sur les côtés, sur quelques comètes bien brillantes, au 8 mm. Donc au 8 mm f2.8, si vous vous mettez à f4, c'est encore plus léger, à 5.6, bon ça disparaît, mais enfin on ne fait pas de l'astrographie à 5.6. Alors ici je vous montre, vous voyez, il faut vraiment aller zoomer, hein. Je zoome à 400% pour bien vous montrer. Donc il y a celle-là, bon, écoutez, moi si ça ne m'empêchera pas de faire des photos, même au 8 mm à f2.8, clairement celle-là je fais une correction des défauts dans Lightroom, je la vire, j'en ai rien à faire. Voilà, j'en ai une là. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais enfin, sur le nombre d'étoiles que j'ai ici, des comètes, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'en ai 3 ou 4 à tout casser sur toute la photo. À mon sens, ce n'est pas extrêmement grave, ça va se corriger extrêmement vite. Il n'y a pas d'aberration chromatique. J'ai pas de contour bleu sur les étoiles comme je peux avoir sur plein d'autres objectifs. L'astigmatisme est là, enfin pas si grave que ça. Alors c'est sûr que les étoiles s'étirent un peu. Ici je suis zoomé à 400%. Hein. Pour bien vous montrer, les étoiles vont s'étirer un peu, mais enfin franchement pour l'avoir comparé avec les autres, rien de grave. Voilà, donc ça c'est pour parler de 8 mm f2.8 à f4, c'est un tout petit peu plus léger. En tout cas il faut savoir que voilà, si vous vous mettez à 10 mm que vous mettez à f4, vous avez grosso modo un résultat équivalent à un 10-24 à 10 mm f4. C'est difficile de distinguer les deux. Tout ça pour dire que c'est quand même du haut niveau. Ah ouais, juste pour d'une autre session,
encore une fois, donc la lune qui était sur le côté, hein, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il fait presque jour, c'est la lune qui éclaire le ciel. Encore une fois, ce flair sur le côté qui apparaît et qui apparaît dans pas mal de photos qui sont faites dans ces conditions-là. Alors, cet objectif-là, j'en reparle, je le redis, il est fait pour profiter des soleils en étoile, il est fait pour créer des points de fuite, en tout cas c'est vraiment mon avis. Vous allez pouvoir créer vraiment beaucoup de choses avec cet objectif-là. Alors, ma petite déception à moi, hein, c'est évidemment qu'il n'ait pas de stabilisation. Alors, j'ai parlé ici et là avec certaines personnes, notamment un ingénieur de chez Fuji, qui me dit que de toute façon, à cette gamme de focales-là, la stabilisation n'a aucun effet. C'est-à-dire qu'il faudrait, en fait, on estime que vous allez commencer à créer des tremblements et à diminuer le piqué à partir de 1/30 de seconde sur ce genre d'objectif-là, donc avec ou sans stabilisation. Et lorsque vous allez par exemple à 1/15 de seconde, la plupart des stabilisations commencent à trouver leurs limites et ne sont pas capables de stabiliser, notamment sur de l'APS-C, à 1/15 de seconde, et que du coup, ça venait augmenter le poids de l'objectif et que ça venait augmenter la taille d'un objectif qui était déjà énorme, et donc ils ont décidé de virer la stabilisation puisque celle-ci n'était pas efficace à des focales qui sont si basses. Et effectivement, sur le XH1, aujourd'hui, un des objectifs qui est le moins bien stabilisé par le XH1, c'est le 10-24, et notamment à 10 mm. On peut reparler des filtres. Ça va être difficile de mettre des filtres sur cet objectif-là. Alors, j'ai contacté Nissi qui m'a confirmé qu'ils allaient sortir très rapidement un porte-filtre pour le 8-16 mm. Par contre, ça sera des filtres à 150 mm. Clairement, ici, on va, pour avoir un porte-filtre, ça va presque doubler le prix de l'objectif. C'est un objectif qui est vendu dans les 2000 €. Quand vous allez devoir acheter le porte-filtre dédié fait par Nissi, les filtres à 150 mm que vous allez vouloir, le ND3, ND6, ND10, ND1000, le filtre polarisant, vous allez probablement atteindre 2000 €. Donc tout ça pour dire que, et surtout, ça va être très gros, hein. C'est des filtres qui sont absolument gigantesques. Voilà, ça va être une optique. Si quand vous allez prendre l'objectif plus les filtres qui sont associés, il faut bien être conscient que ça va considérablement alourdir votre sac, d'autant plus que c'est des filtres que vous n'allez pas pouvoir utiliser sur les autres objectifs, sauf à utiliser un porte-filtre de 150 aussi sur les autres objectifs. Bref, c'est quand même une des difficultés qu'il faut prendre en compte. On en a parlé, c'est une optique qui est encombrante, c'est indéniable. Je pense que c'est une optique qui n'est pas faite pour tout le monde. C'est probablement une affaire d'expert, hein, avec cette optique-là. Voilà, au moment de conclure, comment vous dire autre chose que c'est vraiment une belle optique. Encore faut-il en avoir le besoin. Je le redis, pour moi, c'est vraiment une optique de spécialiste. De spécialistes de paysage qui savent exactement à quel moment ça rend service au paysage et à quel moment ça ne va pas rendre service au paysage, hein. Je vous remontre, hop, ce cas-là, mais c'est une optique de, voilà, il faut savoir à quel cas on l'utilise. Je vous ai montré des cas au début de cette vidéo où ça m'aurait bien servi d'avoir 8 mm. Mais ça ne court pas les rues et ça n'arrive pas tous les jours. C'est vraiment pas par cette optique-là qu'il faut commencer. Pour moi, c'est un outil créatif, je l'ai dit 10 fois. C'est un outil, voilà, par exemple, vous vous mettez au milieu d'une table d'orientation, vous avez la possibilité de voir toute la table d'orientation sur votre photo. Bref, c'est une optique qui va vous permettre de faire certaines choses. En tout cas, moi je trouve que Fuji a quand même plutôt réussi sa copie. C'est un excellent zoom qui complète vraiment la gamme Pro Fuji. Le niveau de piqué, il est inédit jusque-là puisque on est à un niveau où jusqu'à maintenant les grands angles et ultra grands angles de Fuji n'allaient pas. Donc c'est quand même pas rien. Et sur le 8 mm, certes, on n'est pas au même niveau de piqué, mais enfin, 8 mm, quels autres choix vous avez si vous voulez prendre des photos à 8 mm? 8 mm, c'est extrêmement compliqué a priori à construire, puisque aucun constructeur le fait. Alors certes, on peut déplorer que la distorsion soit très forte, 8% c'est très fort, mais libre à nous de vouloir corriger ou non cette distorsion-là. Et si vous ne la corrigez pas, que vous acceptez ces 8% parce qu'elle n'abîme pas votre photo, plus que ça, sur de l'astrophotographie, je ne suis pas certain que la distorsion va me gêner énormément. Vous pouvez la corriger plus ou moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, le meilleur logiciel pour corriger la distorsion, c'est pas Lightroom, hein. Quand je vois le boulot qu'il fait sur les fichiers RAW, c'est vraiment pas Lightroom. On va faire un comparatif avec le 10-24. Bon, enfin, je vous ai déjà tout dit, hein, grosso modo. Cet objectif-là, il fait tout mieux que le 10-24. Il n'y a pas une seule chose que le 10-24 fera mieux que ce 8-16. Là, encore une fois, la hiérarchie est préservée.
Malgré tout, le 10-24 qui a la stabilisation va garder son avantage de temps en temps, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. On arrive au bout de cette longue vidéo, je suis désolé, j'avais beaucoup à dire sur ce 8-16 mm, comme ça j'ai essayé d'être le plus complet possible. Moi personnellement, je trouve que c'est une super optique. Est-ce que je vais l'amener tout le temps? C'est pas certain. Je vais l'amener la plupart du temps, je pense que je vais continuer à me balader avec mon 10-24 mm et je vais l'amener que quand je vais être confronté à des paysages qui sont particuliers et en général, c'est quand je vais dans des lieux qui sont particulièrement impressionnants. Dans le paysage du quotidien, je pense que ce 8-16 mm, il n'est pas toujours utile. Après, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui cherchent à changer ces photos, à avoir un point de vue qui n'est pas banal. Ben, cet objectif-là, clairement, il va permettre d'avoir des points de vue qui ne sont pas banaux ou banals, je ne sais pas comment. Bon voilà, j'en ai terminé, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. J'ai mis beaucoup de temps à faire ces tests-là. Je me suis fait ronger par les moustiques, ça me gratte de partout. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce 8-16 mm? Est-ce que c'est une optique qui vous fait envie? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Qu'est-ce que vous pensez de la distorsion? Est-ce que Fuji aurait dû faire un 8-16 mm qui était plutôt f4? Ou est-ce que Fuji, finalement, a eu raison de faire un 2.8? Dites-moi tout ça en commentaire. Un f4 aurait permis d'être plus compact. Je sais qu'il y en a certains qui me disent sur un hybride, il faut forcément que l'optique soit compacte. Je ne suis pas forcément d'accord parce que je pense que sur un hybride, on doit aussi avoir l'équivalent des objectifs qu'on va trouver ailleurs. Mais effectivement, des fois, être compact, c'est pas toujours facile. Allez, moi, je vous retrouverai plus tard dans d'autres vidéos. Je vais faire 5 ou 6 vidéos avec ce 8-16 pour vous parler de comparatifs X et Y. On en reparlera, je ne sais pas, à la fin de l'année 2018 ou en 2019. Je ne sais pas du tout quand ces vidéos sortiront. Allez, à bientôt sur la chaîne.